Bonjour. Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo consacrée aux travaux de Stephen Hawking. À partir des années 1980, Hawking a commencé à s'enthousiasmer pour un certain nombre de théories dont il n'était pas l'initiateur, comme l'inflation cosmologique, la supersymétrie, la supergravité, la théorie des cordes, et dans le moins qu'on puisse dire qu'elles n'ont pas tenu leurs promesses, ni même la route pour certaines. Alors ces théories étaient au demeurant toutes issues de la physique des très hautes énergies, qui n'était pas la spécialité de départ de Stephen. J'ai déjà consacré une série de vidéos à la théorie de l'inflation, en adoptant, vous l'aurez remarqué, un point de vue assez critique, bien que celle-ci fasse partie intégrante du modèle standard de la cosmologie actuelle et recueille donc l'assentiment de la majorité de mes collègues. Alors cette théorie a vu le jour à la toute fin des années 1970, je le rappelle, avec l'étude des brisures de symétrie du vide quantique appliquées à l'univers naissant. Alors en bref, je rappelle donc un champ de force totalement inconnu, aujourd'hui disparu, ce qui rend les choses encore plus difficiles à prouver, aurait propulsé l'univers très primordial dans une phase d'expansion ultra rapide, l'inflation. Alors quand celle-ci se serait achevée, au bout de seulement 10 puissance moins 32 secondes, eh bien la taille de l'univers aurait augmenté d'un facteur absolument gigantesque, rendant donc sa courbure spatiale indétectable à l'échelle de l'univers aujourd'hui observable, et renforçant l'idée un petit peu absurde, parce qu'elle essaie de probabilité nulle, que l'espace soit strictement plat, c'est-à-dire sans courbure. Alors plus important, les fluctuations microscopiques du vide quantique auraient été amplifiées par l'inflation jusqu'à une taille cosmique, à l'origine des inhomogénéités du gaz chaud dont le rayonnement de fond cosmologique donne aujourd'hui l'image décalée. Alors ces inhomogénéités ont à leur tour été les germes qui ont donné, en se condensant, les grandes structures de l'univers actuel, les galaxies, les amas et les superamas de galaxies. Au départ, le modèle était donc séduisant, d'autant qu'il était censé fournir pour la première fois une explication cohérente des tout premiers instants de l'univers que la théorie classique initiale n'était pas en mesure de décrire vraiment. Et donc il était normal que Stephen Hawking, en instar d'ailleurs de la grande majorité de ses collègues, eh bien s'engouffre dans cette nouvelle brèche. Et grâce à son habileté mathématique, et en parallèle avec d'autres chercheurs russes et américains, eh bien, il montra en 1982 comment on pouvait calculer l'amplitude des fluctuations du vide quantique au sortir de la phase d'inflation, de façon à comparer les modèles aux observations lorsque les mesures du rayonnement de fond cosmologique deviendraient suffisamment précises pour dévoiler ces fluctuations. Ce qui d'ailleurs ne fut possible que 30 ans plus tard, grâce au télescope micro-ondes WMAP et Planck Surveyor. Les résultats de Hawking ont eu une grande répercussion chez les partisans du modèle inflatoire, même si on sait aujourd'hui que les mêmes calculs avaient été en fait effectués quelques années auparavant en Union soviétique par Gennady Chibisov et Vyacheslav Mukhanov. Alors vous avez peut-être remarqué que dans mes vidéos, je cite assez souvent des physiciens russes dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est parce que je tiens à rendre justice à ces nombreux physiciens russes, pour la plupart oubliés, des non-spécialistes, et même de certains spécialistes, qui ont pourtant été vraiment des précurseurs d'idées et de calculs, qui ont été repris ultérieurement par les chercheurs anglo-saxons, lesquels, comme d'habitude, en ont retiré tout le bénéfice. Alors il est vrai que c'était en pleine guerre froide et que la plupart des résultats scientifiques produits en Union soviétique étaient publiés dans des revues en langue russe. Bon alors, j'aborde donc maintenant l'un des sujets favoris de Stephen Hawking, le Big Bang quantique. Alors de même qu'avec la théorie des trous noirs, eh bien les liens entre la relativité générale et la physique quantique sont mis à l'épreuve en cosmologie, je rappelle, cette très ambitieuse science de l'univers considérée comme un tout. L'expansion observée de l'espace indique que dans un passé lointain, mais fini, d'environ 14 milliards d'années, l'univers a dû être petit, dense et très chaud. Cela pose donc la question d'un début du temps, ou tout au moins d'un début de l'expansion cosmique. Le fameux Big Bang, justement, qui est toujours si mal compris d'une partie du public qui y voit un équivalent scientifique au mythique Fiat Lux de la Genèse, mais qui pour les physiciens pose plus pragmatiquement le problème dit des conditions initiales.
Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les premiers travaux cosmologiques de Hawking, qui avaient été publiés à la fin des années 1960, avaient consisté à démontrer, avec son mentor Roger Penrose, que, moyennant certaines hypothèses assez plausibles sur la nature de l'énergie remplissant le cosmos, eh bien, l'existence d'un début du temps, à savoir un état initial de densité infinie dans le passé de l'univers, découlait inéluctablement de la théorie de la relativité générale classique. Ils avaient remarqué que la géométrie d'un univers en expansion à partir d'un point singulier initial est très semblable à celle qui décrit l'intérieur d'une étoile en effondrement gravitationnel pour former un trou noir, à condition d'inverser évidemment le sens du temps dans les équations. La démonstration de l'occurrence inévitable des singularités en relativité générale n'implique toutefois pas qu'elles existent bel et bien dans l'univers réel, parce que les singularités traduisent des limites absolues à la description physique de l'univers, puisque les lois de la physique, justement, n'y sont plus valables. Alors à son début supposé, le cosmos était plus petit qu'un atome et devait être gouverné par les lois de la physique quantique, de sorte que la théorie de la relativité classique devient invalide dans des conditions aussi extrêmes que l'instant zéro de l'univers, de même qu'au centre des trous noirs. Donc les travaux ultérieurs des physiciens théoriciens ont consisté à incorporer, ou à tenter d'incorporer, la mécanique quantique dans les modèles d'univers relativistes, de façon à éliminer les singularités et par là même à redéfinir les conditions initiales de l'univers. La physique, en fait, consiste essentiellement à découvrir les lois dynamiques qui gouvernent l'évolution des systèmes, par exemple l'univers, à partir d'un état initial. Alors, si on connaît son état à un instant t0, on doit pouvoir calculer son état à un autre instant ultérieur t. Oui, mais le choix des conditions de démarrage du Big Bang, censé déterminer l'évolution ultérieure de l'univers, à travers une solution précise des équations d'Einstein, ne peut pas être fixé si l'espace-temps débute par une singularité, où il n'y a même plus d'espace ni de temps. On s'est donc demandé s'il ne fallait pas ajouter, à côté des lois de la physique habituelle, une hypothèse non déductible des lois de la dynamique qui stipulerait quel doit être l'état quantique initial de l'univers. Plusieurs dizaines de théoriciens avaient déjà travaillé sur cette question et relevé dans le nouveau domaine baptisé la cosmologie quantique. Les équations de base avaient été mises au point dès les années 1960 par John Wheeler et Bryce DeWitt. Alors, désireux d'apporter sa contribution, Hawking a commencé à étudier la théorie et les techniques associées, issues d'ailleurs de la théorie quantique des champs, qui, je rappelle, combine la mécanique quantique ordinaire et la relativité restreinte. Et ces techniques s'appellent des intégrales de chemin. Elles ont été inventées par Richard Feynman dans sa thèse de 1942, qui avait été dirigée d'ailleurs par John Wheeler, et qui donc avait valu à Feynman le prix Nobel de physique en 1965. Alors, puisque la formation d'un trou noir, c'est l'analogue temporellement inversé de la naissance de l'univers, les phénomènes associés à la physique des trous noirs, comme l'entropie, les ondes gravitationnelles, la création de matière et d'antimatière, etc., peuvent être appliqués pour comprendre la physique du Big Bang. Or, avec ses calculs de 1974 sur l'évaporation quantique des micro-trous noirs, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, Hawking était devenu expert avec ces techniques physico-mathématiques. Et en 1983, il a été en mesure de proposer, en collaboration avec un chercheur de l'université de Santa Barbara, qui s'appelle Jim Hartle, une solution possible de la cosmologie quantique, c'est-à-dire des équations de Wheeler-DeWitt. Alors dans ce modèle, baptisé No Boundary, ce qui signifie en fait pas de frontières, l'espace et le temps ne sont pas infinis, mais n'ont justement pas de frontières, pas de bords. Un petit peu comme à la surface d'une sphère, mais avec deux dimensions supplémentaires. Une dimension d'espace, une dimension de temps. Alors, une image simple, en fait, c'est la suivante. De la même façon qu'il est possible de voyager tout autour de la Terre sans jamais rencontrer de bord, le Big Bang ne serait pas plus le début de l'espace-temps que le pôle Nord représenterait le début de la surface de la Terre. Alors, comme la technique des intégrales de chemin ne peut pas être utilisée dans le cas le plus général des équations de Wheeler-DeWitt,
ils sont inextricables, comme je l'ai déjà dit, bien, Hartle et Hawking ont sélectionné une solution très particulière en introduisant notamment ce qu'ils appellent un temps imaginaire. Alors le terme imaginaire, c'est au sens en fait des nombres imaginaires en mathématiques. Vous vous souvenez, le nombre imaginaire le pur i, et c'est la racine carrée de moins 1, qui est évidemment impossible avec les nombres réels ordinaires. Alors le procédé, en fait, c'est une astuce, hein, ça supprime la singularité en faisant finalement émerger l'espace-temps classique d'un monde quantique où la distinction entre temps et espace disparaît, ainsi que finalement la notion même d'espace-temps. Alors le résultat n'est quand même guère probant, tout simplement parce que les calculs ne sont pas bien définis. Mais quand même, même si au niveau technique, donc ce modèle no boundary ultra simplifié n'est plus aujourd'hui d'actualité, ben quand même la question fondamentale que ces auteurs ont posée demeure vivante, et donc en ce sens, Hawking et Hartle ont rendu crédible cette discipline de la cosmologie quantique qui ultérieurement a pu se développer selon d'autres voies, comme on le verra dans d'autres vidéos. Alors à noter que, tout en reconnaissant toujours le caractère spéculatif de sa théorie d'univers sans bornes, mais Hawking ne manquait jamais une occasion d'en parler lors de ses interventions publiques, tellement il croyait fermement à son idée qu'il en fait la considérait jusqu'à la fin de ses jours comme la plus importante de sa vie. Alors maintenant, je vais mentionner assez brièvement un tout autre sujet qui a été abordé par Stephen Hawking au début des années 1990, parce que ce sujet, je l'ai développé dans un chapitre spécial et il est un peu plus complexe, et je ne sais pas si si ça fera l'objet d'une vidéo. En fait, c'est un chapitre qui est consacré au trou de verre et à ce qu'on appelle la conjecture de protection chronologique. Alors, si ça vous intéresse, vous me direz peut-être en commentaire si vous voulez une vidéo sur ce sujet. Alors, dès la fin des années 1960, grâce notamment aux travaux de Brandon Carter, eh bien, on avait pu calculer que l'intérieur d'un trou noir de Kerr, alors je rappelle, hein, c'est le trou noir qui tourne, donc cet intérieur n'est pas infiniment étranglé par une singularité ponctuelle, comme c'est le cas pour le trou noir statique de Schwarzschild, mais qu'il abrite une singularité en forme d'anneau. Et cet anneau, il est couché dans le plan équatorial du trou noir. Alors du coup, il existe, enfin du moins en théorie, hein, des trajectoires permises au sein du trou noir qui peuvent éviter le crash, alors soit en survolant l'anneau singulier et en ressortant de l'horizon des événements, ou soit carrément en passant au milieu de l'anneau, en évitant soigneusement le bord, pour déboucher finalement sur un univers infini mais interne au trou noir. Alors l'idée que le fond des trous noirs en rotation ne soit pas bouché, mais ouvre des passages vers d'autres régions de l'univers, a engendré la notion fascinante de trou de verre, wormhole en anglais, là encore un terme forgé par le très imaginatif John Wheeler. Et cette distorsion extrême de l'espace-temps pourrait connecter des régions très lointaines de notre univers, voire selon d'autres théories, d'autres univers. Et l'hypothèse des trous de verre traversables a vite fasciné les physiciens. Et plus encore les écrivains de science-fiction, dans la mesure où, selon certains calculs physiques, hein, les trous de verre feraient office de raccourcis permettant de voyager d'un bout à l'autre de l'univers en s'affranchissant finalement des distances qui sont normalement impossibles à parcourir en raison de la limitation de vitesse imposée par la lumière. Et ça permettrait par exemple donc à une civilisation suffisamment avancée pour maîtriser le passage à travers de telles portes des étoiles de voyager dans l'espace, vers les autres étoiles, voir les autres galaxies, et pourquoi pas nous rendre visite. Alors cependant, hein, même si ce type d'objet extraordinaire pouvait se former dans la nature, il serait extrêmement instable, et normalement il devrait se boucher à la moindre perturbation, ne serait-ce qu'une simple particule élémentaire le pénétrant, a fortiori évidemment un vaisseau spatial. Mais comme les théoriciens ne sont jamais à court d'idées, ils ont imaginé qu'on pourrait artificiellement stabiliser un trou de verre en y injectant une forme d'énergie répulsive, ce qui permettrait de le traverser sans encombre. Et en 1988, Kip Thorne, qui sera prix Nobel de physique 2017 pour ses travaux, non pas sur ce sujet-là, mais sur les ondes gravitationnelles, a fait des calculs avec ses jeunes collaborateurs et a montré que non seulement il est théoriquement possible d'ouvrir un passage entre deux points de l'espace et de le traverser sans encombre pour voyager de façon quasi instantanée entre les étoiles, mais qu'on doit aussi pouvoir voyager dans le temps. Le problème, c'est que ça viole une loi sacro-sainte de la physique, qui est celle de la causalité,
qui dit que la cause doit toujours précéder son effet. Donc un voyage dans le passé aboutit à des paradoxes temporels dont la science-fiction a fait son miel. Et c'est pour contrer cette éventualité embarrassante en fait pour la physique que Hawking a émis en 1992 une conjecture dite de protection chronologique, selon laquelle il existerait un mécanisme physique capable d'empêcher des trous de verre traversables de se former dans toutes les circonstances concevables, qu'elles soient naturelles ou même artificielles. Et pour appuyer ces dires, Hawking a fait humoristiquement remarquer que la meilleure preuve de la non-existence des trous de verre, c'était que nous n'étions pas envahis par des hordes de touristes venus du futur. Je vais maintenant finir avec les autres travaux de Stephen Hawking, mais à mon humble avis, en fait, son extraordinaire créativité scientifique, elle a quand même sensiblement baissé au début des années 1990, qui coïncide d'ailleurs avec la publication de son premier best-seller, Une brève histoire du temps, et sa subite transformation en une véritable icône médiatique. Et depuis lors, il me semble ne plus avoir apporté en fait, de contributions majeures à la physique théorique, comme je vais le dire, ces dernières propositions, par exemple de résolution du paradoxe de l'information, ne sont pas vraiment convaincantes. Mais en parallèle, il a pris beaucoup de positions, souvent péremptoires d'ailleurs, mais très écoutées de la communauté sur certains développements apportés par ses collègues. Dans l'un de ses ouvrages de vulgarisation, qui a été publié en 1993, intitulé Trou noir et bébé univers, il soutient par exemple que je l'ai déjà dit, son hypothèse de temps imaginaire représente un bond intellectuel du même ordre que de croire à la rondeur de la Terre, je le cite, qu'elle a, toujours citation, elle a des implications profondes quant au rôle de Dieu dans les affaires de l'univers, et que tous ceux qui sont dubitatifs ne l'ont techniquement pas comprise. Bon. Alors il harangue aussi les historiens des sciences et autres épistémologues, qui sont selon lui des physiciens ratés, et qui se permettent de critiquer sa vision métaphysique de la création. Au milieu des années 1990, il s'est enthousiasmé pour la théorie M. C'est une extension complètement hypothétique de la théorie des codes qui a été proposée par le physicien de Princeton, Edward Witten, et censée être une théorie de tout. J'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Alors, y croyant ferme, Hawking a prédit que la physique était pratiquement arrivée à son terme, et il a déclaré que dans quelques décennies à peine, l'homme connaîtrait la pensée de Dieu. Alors, est-ce qu'il avait oublié qu'à la fin du XIXe siècle, le grand savant anglais Lord Kelvin avait dit à peu près la même chose, sans se douter que quelques années plus tard, la relativité d'Einstein et la mécanique quantique allaient bouleverser toute la physique classique connue de lui. Voilà. Alors certainement pas, parce que Hawking, en fait, il avait une bonne culture historique. Et je suppute plutôt que c'est la pression médiatique sans cesse croissante qui le poussait à faire des déclarations de plus en plus fracassantes ou extravagantes, au risque de se contredire d'ailleurs à maintes reprises. Alors justement, dans ces contradictions, à propos de son hypothèse du temps imaginaire, il avait précédemment déclaré que c'était la seule façon d'entrevoir le commencement de l'univers d'une manière totalement déterminée par les seules lois de la science, sans faire appel à l'idée d'un Dieu créateur. Voilà, donc on ne voit plus comment une théorie de tout permettrait de connaître la pensée d'un Dieu dont l'existence aurait été éliminée par la cosmologie quantique. Voilà. Et toujours dans les contradictions, à propos de cette théorie de tout, dont l'échec est devenu patent au début du XXIe siècle, Hawking a fini par admettre, dans un ouvrage qu'il a publié en 2010, qu'il doutait désormais de l'existence d'une telle théorie. Voilà. Alors, il n'était pas le premier à remettre en cause ce qui constitue encore aujourd'hui, d'ailleurs, le courant principal des recherches en gravitation quantique, mais sur ce coup, c'est quand même plutôt à son honneur d'avoir été capable de changer d'avis, puisqu'après tout, il n'y a que les esprits obtus, parmi lesquels d'ailleurs certains physiciens réputés, qui ne changent jamais d'avis. Un autre sujet important sur lequel Hawking a tenu donc des propos contradictoires, c'est le paradoxe de l'information, qui a été posé donc par les trous noirs et qui voit s'opposer les règles de la relativité générale et celles de la physique quantique. Alors là encore, j'y consacrerai un chapitre plus développé, un peu plus technique d'ailleurs, je ne ferai probablement pas de vidéo dessus. Il faut bien que vous lisiez mon livre. Alors je rappelle seulement ici que la question consiste à savoir ce que devient l'information qui a été avalée par un trou noir.
Alors, les travaux passés de Hawking sur l'évaporation quantique des trous noirs impliquaient qu'une partie de l'information tombée dans un trou noir était irrémédiablement perdue. Ceci contredit en fait fermement l'un des postulats de la physique quantique qu'on appelle l'unitarité ou encore la micro-réversibilité, en vertu duquel il ne peut pas y avoir ni création ni destruction d'informations dans un système quantique. Donc Hawking s'est penché, comme beaucoup d'autres, sur cette épineuse question. Et pendant des années, il a affirmé qu'il fallait carrément changer la mécanique quantique. Et puis, bon, l'accumulation des travaux de ses collègues, et notamment du néerlandais Grarthof et de l'argentin Juan Maldacena, esprit extrêmement brillant, il suggérait donc ces travaux que l'information quantique devait bel et bien être conservée. Eh bien, ça a conduit Hawking en 2004 à changer son fusil d'épaule. Alors, il a même annoncé avoir résolu le paradoxe en août 2015 lors d'un très médiatique exposé donné à Stockholm, en proposant que l'information avalée par le trou noir était d'abord stockée sous forme d'hologramme sur la surface du trou noir, puis qu'elle était libérée progressivement et entièrement restituée lors de l'évaporation du trou noir. Et malgré une ultime publication scientifique, qui une fois de plus a fait couler beaucoup d'encre, cette hypothèse n'a pas convaincu la communauté scientifique, le paradoxe de l'information n'est toujours pas levé. Alors à son crédit, cette situation est quand même caractéristique de tout problème qui est vraiment profond. C'est-à-dire que le problème survit longtemps après qu'on l'ait posé. Et donc c'est un mérite de Stephen d'avoir montré qu'il y avait un problème là où presque tout le monde au départ pensait qu'il n'y en avait pas. Alors, donc, je l'ai dit, consacré nouvel oracle de l'humanité, censé répondre intelligemment à n'importe quelle question posée, même en dehors de son champ d'expertise, Stephen Hawking n'a pas hésité à donner des envies tranchées sur l'avenir de l'humanité, les dangers représentés par les robots et l'intelligence artificielle, la nécessité d'émigrer sur la planète Mars. Bon. En 2011, par exemple, la question bateau, y a-t-il un grand architecte dans l'univers? Il a répondu que la théorie M permettrait de se passer de Dieu. Je l'ai déjà mentionné. Et la même année, il s'en est pris aux philosophes qui ne comprenaient pas la physique. Il a dit que la philosophie était morte, je l'ai dit aussi. En 2014, il a prédit que l'intelligence artificielle mettrait fin à la race humaine. Et en 2015, il a soutenu le programme de recherche extraterrestre. Et en 2016, il a prédit que l'espèce humaine ne survivrait pas plus de 1000 ans sur Terre, et de sorte qu'il fallait dès à présent s'engager et investir dans les ambitieux projets de voyage interstellaire, proposés notamment par le milliardaire russe Yuri Miller, auquel il a apporté son soutien. Alors au-delà de ces anecdotes, pour finir, il était quand même réjouissant de voir combien Stephen Hawking s'acquittait de ses obligations médiatiques avec d'humour et même une certaine ironie envers lui-même. Il n'hésitait pas à reconnaître, par exemple, que son succès public était en grande partie dû à l'exploitation de son image, digne d'un roman de Philippe K. Dick, vous savez, ce génial auteur de science-fiction. D'ailleurs, l'image d'un savant cloué sur sa chaise, un être étrange, presque extraterrestre, ne pouvant remuer qu'un doigt ou la joue, pour faire défiler sur un écran d'ordinateur des mots impossibles à prononcer, mais capable, par la seule force de son mental, de statuer sur l'origine et le destin du monde. Voilà, temps, éternité, naissance, mort sont des termes prégnants qui dépassent le cadre de la stricte rationalité. Et dans son humanité souffrante, Hawking était mieux placé que la plupart d'entre nous pour juger de la précarité de la condition humaine face à l'écrasante immensité du cosmos et le poids des choses. Et la prodigieuse force intellectuelle qui l'a toujours animé illustre puissamment qu'il y a dans la connaissance le signe d'une sorte de revendication de l'être humain face au cosmos. Et au-delà de ses faiblesses, je crois que c'est ce qui en fait toute la grandeur et c'est ce qu'il y a d'essentiel à retenir dans la vie et l'œuvre de Stephen Hawking. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je dois réfléchir sur le sujet que j'aborderai, si je passe directement à la gravité quantique à boucle, la théorie des cordes, la géométrie non commutative ou d'autres amusements. À bientôt en espérant que vous continuerez à me suivre.